Bonjour, bienvenue au Parlement européen pour un Ici l'Europe tournée vers les États-Unis car les Américains ont choisi Donald Trump et rien ne sera plus comme avant pour le vieux continent parce que d'abord le nouveau locataire de la Maison-Blanche est un politicien novice à la rhétorique anti-establishment, anti-migrant et aussi isolationniste. Trump n'était pas le chouchou des Européens, c'est le moins qu'on puisse dire. Il s'est opposé par exemple à tout traité commercial avec l'Union européenne. Il a dit aussi beaucoup de bien de la Russie et pourrait changer sa politique vis-à-vis de Moscou et le reste du monde. Enfin en tout cas, ce sont les interrogations qu'ont les Européens. On va en parler aujourd'hui avec Anthony Gardner, bonjour, ambassadeur américain auprès de l'Union européenne. Vous êtes aujourd'hui en compagnie de José Bové, bonjour, député européen français pour les Verts, et Jana Zitánska, bonjour. Bonjour. Députée européenne des conservateurs et réformistes européens pour la Slovaquie. Alors, bien sûr, nos députés européens vont nous rappeler à quel point les Européens avaient voté Hillary. Oui, alors effectivement, si on circule dans le Parlement européen, à part Marine Le Pen et quelques-uns de ses amis, personne ne souhaitait la victoire de Donald Trump. Et je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord là-dessus. Y compris sa supposée famille politique, d'ailleurs, républicaine. En réalité, on ne sait plus quelle est sa famille politique, à part aujourd'hui le Front National qui le soutient. Mais je crois qu'en même temps, on est tellement dans une bulle qu'on ne s'est pas rendu compte pourquoi les Américains, majoritairement, avaient voté pour Donald Trump. Ce n'est pas pour faire fâcher les Européens. C'est pour des raisons très concrètes, internes. C'est le déclassement des classes moyennes, c'est le chômage, c'est des zones rurales en déperdition, c'est tout cela. Et derrière cela, il y a un certain nombre de choses très concrètes, économiques. C'est l'accord de libre-échange avec le Mexique et le Canada, l'ALENA, qui avait été mis en place par Bush, continué par Clinton. C'est l'accord avec la Chine, c'est les nouveaux accords potentiels avec l'Union européenne. Bref, aujourd'hui, il y a un vrai problème aux États-Unis et beaucoup de gens déclassés sur des questions économiques ont rejeté tout ce qui a été l'histoire de ces 30 dernières années. Alors, on peut le regretter, on aurait pu faire une autre histoire, on aurait pu concevoir d'autres types de relations économiques en respectant un certain nombre de droits. Malheureusement, ça n'a pas été l'histoire et je crois qu'on est en train de payer tout ça comme on le paye en Europe. Alors, c'est vrai que les Européens se sont un peu fait peur, il faut dire, sur ce vote de Trump, puisque, on le rappelait, pas beaucoup de députés européens pour le soutenir. Et puis, parmi les 28 chefs d'État, seul Viktor Orban a déclaré fermement son soutien à Donald Trump. C'est quand même étonnant, un tel rejet, monsieur l'ambassadeur, non ? Écoutez, certes, il y a des inquiétudes, et je les ressens, mais il faut aussi dire tout clairement qu'il ne faut pas céder à la panique. Notre politique, c'est vrai, a changé. Et on a vu une violence dans le langage de notre politique qui est sans égal dans l'histoire des États-Unis. Mais les piliers restent intacts. Ça fait 2 ans et demi que je suis en poste. J'ai dédié la moitié de ma vie et toute ma vie professionnelle au rapport entre États-Unis et l'Union européenne. Et depuis de 50 ans, lors de l'administration de Kennedy, on travaille étroitement avec l'Europe, on soutient le processus d'intégration avec l'Europe et cela ne va pas changer à mon avis. Alors, dans le Parlement européen, il y a tout de même un homme qui est allé faire campagne pour lui, c'est Nigel Farage, monsieur Brexit. D'ailleurs, Donald Trump a dit qu'il voulait faire un Brexit plus. C'est la même logique ? Mais écoutez, le fait que maintenant M. Farage cherche, disons, des sujets sur lesquels il pourrait se présenter, puisque le Brexit est déjà fait et il n'a plus rien à dire sur ce sujet. Je pense que c'est continuer sa vie politique. D'ailleurs, j'ai lu dans les médias qu'il avait demandé aussi un poste dans l'administration de M. Trump. Mais pour revenir à votre question de soutien de M. Trump parmi les chefs d'État des pays de l'Union européenne, le Premier ministre slovaque aussi s'est déclaré en faveur de ce candidat. Robert Fico, qui est social-démocrate. Qui est socialiste et qui, d'ailleurs, utilise les mêmes méthodes de politique comme Donald Trump, c'est-à-dire de chercher et trouver l'ennemi, de faire croître la haine, la frustration parmi les gens. Et ce sont des outils qu'utilisent en Slovaquie, mais je pense aussi dans d'autres pays européens, les hommes et les femmes politiques de l'extrême droite. Et c'est peut-être aussi
ce sentiment de frustration, de peur, de doute qui a mobilisé les électeurs aux États-Unis, qui finalement sont venus voter. Parce que si on regarde les opinions publiques, les sondages, on n'était pas vraiment sûr que Trump pourrait gagner. Mais là, c'est vrai que la frustration était telle que les gens se sont dit on ira voter. Alors, un vote anti-establishment, on le soulignait. Vous soulignez aussi un vote anti-globalisation. Peut-être qu'il y a un aspect de son discours qui va vous plaire, Monsieur Beauvais, c'est qu'il est contre le traité transatlantique. Il veut l'enterrer. Pourtant, c'est rare pour un républicain qui sont généralement des libéraux. Ça vous fait plutôt plaisir ? Pas forcément, paradoxalement. Parce que moi, j'ai toujours dit que j'étais contre les accords bilatéraux. J'étais en faveur de l'Organisation mondiale du commerce, mais une organisation qui aurait été soumise au droit. Moi, je suis un vieil adepte de la charte du GATT, charte de la Havane, qui liait le commerce, le travail. C'est-à-dire, en gros, les droits fondamentaux. Et si on fait du commerce par-dessus les droits fondamentaux, eh bien, on casse des équilibres et on arrive dans les situations dans lesquelles on est, où les gens se sentent perdants. Alors peut-être globalement les économies s'y retrouvent, mais les gens qui perdent leurs emplois, les gens qui perdent leurs usines, ceux-là, ils sont dans une situation désespérée. Donc l'isolationnisme, c'est pas cela qu'il faut. C'est reconstruire de la relation internationale, mais il faut avoir le courage de le dire. Pourquoi aujourd'hui on a tous ces accords bilatéraux que les gens ressentent de manière négative, et à mon avis pour beaucoup de raisons à juste titre, eh bien c'est parce qu'on est incapable de construire au niveau international. Donc je crois qu'il faut revenir à cette notion multilatérale contre vents et marées. Mais alors, il est enterré pour vous, ce TTIP, qui devait être relancé peut-être, et encore, il y a des élections en France et en Allemagne, peut-être sous une nouvelle présidence républicaine, et aujourd'hui, rien n'est moins sûr. C'est vrai, même si je ne partage pas l'opinion de mon ami José Bové sur le TTIP, parce que je crois que le TTIP reste important, je partage totalement le fait qu'il faut maintenant, de tous les deux côtés de l'Atlantique, qu'on fasse une analyse profonde sur la source de cette haine, de cette frustration, parce que de millions et millions de personnes aux États-Unis, comme en Europe, vous aurez aussi des élections en France comme en Allemagne, de millions de personnes sentent que le système est biaisé. Et donc, il n'y a plus de risque avec le libre-échange, plus de risques avec la globalisation que des opportunités. Et donc, il est absolument essentiel qu'on fasse une analyse et on tire les conclusions appropriées. Parce que si on ne fait pas ça, je crois que les traités, le libre-accord n'auront pas d'avenir. Et donc ça, c'est quelque chose, un défi qui nous reste. Alors, les rapports entre Washington et Moscou vont être désormais observés à la loupe par les Européens qui imposent des sanctions à Poutine pour sa politique en Ukraine. La Russie a joué un rôle particulièrement inattendu dans la campagne américaine. Rappel tout de suite avec ce reportage. Surprise de la campagne. Vladimir Poutine a été omniprésent dans les débats ces derniers mois. Dédiabolisé par Donald Trump, accusé de tous les maux par Hillary Clinton, et notamment d'avoir fait pirater les emails de son directeur de campagne. Il est vraiment ce que l'on appelle un leader. Je pense que j'aurai une très très bonne relation avec Poutine et je pense que j'aurai une très très bonne relation avec la Russie. Il a tressé des louanges à l'homme fort de la Russie, Vladimir Poutine. Il a même franchi un cap ahurissant en suggérant qu'il préfère le président russe à notre président américain. C'est effrayant parce que cela laisse entendre qu'il laissera Poutine faire absolument tout ce qu'il veut. Les relations avec la Russie ont glissé vers un affrontement bloc contre bloc, notamment en Syrie, où les deux grandes puissances s'affrontent à distance et bombardent des cibles de plus en plus proches. Seul un dialogue américano-russe pourrait pourtant mettre fin à cette guerre. La Russie a décidé de mettre le paquet en Syrie et elle a aussi décidé qui elle voulait voir élire président des États-Unis. Et ça n'est pas moi. J'ai fait face à la Russie, j'ai tenu tête à Poutine et à d'autres et je le referai comme présidente. Elle n'aura pas l'occasion, Hillary Clinton. Est-ce que vous êtes très inquiet du côté de la Slovaquie, des pays de l'Est, justement, de ce qui a été dit pendant cette campagne sur Vladimir Poutine, sur notamment aussi toute cette idée peut-être d'une aide pour les emails, au piratage des emails de Hillary Clinton. Enfin bref, est-ce que ce rapprochement américano-russe que vous ne souhaitez pas du tout, il peut avoir lieu ?
Écoutez, pour être honnête, c'est vrai qu'après les années d'expérience sous le régime communiste, avec les armées soviétiques sur notre territoire, on est très très prudent et quand même on espère, on essaie de rester optimiste, comme on avait discuté tout à l'heure, que ça n'arrivera pas jusqu'à ce point-là, même si la politique de Vladimir Poutine est expansive. Et je pense qu'il n'a jamais quitté l'idée du grand empire soviétique. C'est vrai que les pays baltes peut-être ont plus à s'inquiéter, mais la Slovaquie est tout de suite après l'Ukraine, juste à côté. Donc on est quand même assez inquiet. Plus on voit de plus en plus l'impact de la Russie à travers des webs de conspiration qui essayent de vraiment saper la confiance envers la démocratie occidentale, envers les institutions, envers l'Union européenne, envers les partis politiques tels quels, envers la médecine, la science. Enfin, on est vraiment Alors, monsieur l'ambassadeur, est-ce que ces craintes sont finalement fondées d'une politique très favorable au Kremlin ? Je crois qu'il faut rester fidèle à nos principes de démocratie, d'un état de droit, ici en Europe, aussi pour les pays qui sont les voisins, des pays voisins de l'Europe. Vous pensez à l'Ukraine notamment, où l'Union européenne, rappelons-le pour nos téléspectateurs, a imposé des sanctions et elle était appuyée dans cette démarche par les États-Unis. On a travaillé depuis longtemps ensemble, étroitement avec l'Union européenne en ce qui concerne les sanctions contre la Russie pour ce que la Russie a fait en Ukraine. Donc il faut rester solidaire avec l'Ukraine, il faut rester solidaire avec les pays baltes, il faut rester solidaire aussi avec les pays de l'Europe de l'Est. Si on n'est pas capable de protéger nos valeurs dans les pays qui souhaitent devenir membres de la famille européenne, comme c'est le cas de l'Ukraine, si on n'est pas capable de protéger nos valeurs, état de droit, démocratie, tolérance à l'intérieur de l'Union européenne, vous ne croyez pas Trump capable de se désintéresser, de se désinvestir de l'OTAN, par exemple, comme il a menacé de le faire Il a menacé de faire beaucoup de choses, mais il faut toujours tenir compte que les déclarations faites lors d'une campagne électorale peuvent changer quand la réalité s'impose lors d'une nouvelle administration qui prend possession de la Maison-Blanche. Donc on attend, il faut donner un peu de temps à Donald Trump pour s'exprimer. Est-ce que Donald Trump va être le meilleur ami de Vladimir Poutine ? Alors écoutez, moi j'ai écouté ces discours, et notamment les derniers, ils s'appuient sur deux choses. Ils disent les États-Unis ont perdu des guerres, on a presque 30 millions d'anciens combattants qui ont été victimes de toutes ces guerres, donc on se replie sur nous. Et il dit une chose, les Européens ont qu'à s'occuper de leur propre défense. Alors ça, c'est une demande de l'OTAN, 2% du PIB dédié à la défense, etc. Sauf que ça veut dire quoi, réellement ? C'est que s'il va jusqu'au bout de ce raisonnement, nous, on est face à une situation qu'on n'a jamais voulu assumer en tant qu'Union européenne. C'est de créer une défense européenne. Et là, je crois que c'est à un moment une réponse à faire à M. Trump et à M. Poutine, de dire l'Europe aujourd'hui existe. Et donc, tout ce qu'on est en train de voir là, tous les délitements qu'on a à l'intérieur de l'Europe avec des extrêmes droites ou des populistes, montrent que ce n'est pas moins d'Europe dont on a besoin pour sortir de ça, mais plus d'Europe. Et donc, plus d'Europe, c'est avoir une cohérence, une véritable politique européenne, et notamment en matière de défense, pour être capable de répondre pour que tous les pays qui sont effectivement au centre et à l'est puissent se dire, effectivement, on fait partie du même pays. Parce que combien de démocraties vont être fragilisées à l'Est suite à l'élection de Trump? Les gens vont perdre et des populistes vont arriver derrière en disant « Eh bien, peut-être qu'il faut qu'on s'arrange avec M. Poutine ». Eh bien, la réponse, c'est plus d'Europe et une Europe de la défense. Vladimir Poutine, il a aussi un rôle en Syrie sur de grands dossiers internationaux, finalement, où on se demande s'il va y avoir dérive des continents entre l'Europe, finalement, et les États-Unis. Écoutez, tout cela sont des questions auxquelles on attend encore la réponse, puisque, comme a été dit, beaucoup de choses ont été dites pendant la campagne électorale, mais c'est vrai qu'on va voir qui va être le ministre des Affaires étrangères, si M. Trump aura le soutien parmi les républicains, les sénateurs, etc. Donc, c'est vrai que aussi la Syrie est un sujet très important, puisque l'Europe fait face aux problèmes liés à l'immigration. Donc, mais je ne suis pas capable,
pour ce jour d'apporter les réponses à toutes les questions, puisque vraiment on est dans l'attente des premiers pas et des décisions que va prendre l'administration. On espère d'ailleurs premier pas à Bruxelles, parce que ça a été aujourd'hui, au lendemain de l'élection de Donald Trump, le message aussi des institutions. Venez nous voir très vite, on vous attend, on vous accueillera. Tout à fait. Il y a une longue série de défis au niveau régional comme au niveau global où les États-Unis auront besoin d'amis et de partenaires. Et si on considère que ce soit le changement climatique ou l'immigration ou le traité avec l'Iran, il y a toute une longue liste. Ah, il veut dénoncer aussi le changement climatique. Vous avez levé... Oui, peut-être. Il reste à voir. Mais il y a toute une longue série de questions, de défis où les États-Unis auront besoin de partenaires. Et l'Europe, c'est le partenaire de premier ordre. C'est à je t'aime moi non plus avec l'Europe, très brièvement. Écoutez, on va voir. Le Parlement européen se rend à Washington à la fin du mois. Je vais faire partie de cette délégation. C'est les parlementaires européens, officiellement, qui vont rencontrer le Parlement et les autorités américaines. Eh bien, ça sera pour nous un test de voir quel est l'état d'esprit. Et j'espère qu'à ce moment-là, on sera capable de défendre véritablement l'Europe et nos valeurs démocratiques. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce débat. Merci à vous d'y avoir participé. Vous le voyez, beaucoup d'interrogations autour de ces relations transatlantiques. Nous poursuivons d'ailleurs sur ce thème et d'autres en compagnie d'Alain Lamassoure, un autre député européen du Parti populaire européen qui brigue peut-être la présidence de cette enceinte. On verra ça juste après la pause.